Voilà, salam alaikum ajma'a, donc Zulf Laoun, bonjour tout le monde. Voilà, ce soir j'ai envie d'intervenir par rapport aux rumeurs qui sont en train de circuler un peu partout sur les réseaux sociaux et notamment qu'en quoi on serait en train de chercher à, comment dire, à expulser des marches et des manifestations les journalistes étrangers. Voilà, il faut absolument que le peuple défende les journalistes étrangers parce que si vous voulez, ils sont notre, si vous voulez, c'est eux qui montrent le mouvement, sa densité. C'est encore un piège du système qui voudrait donc nous isoler. Comme ça, bon, bah, il y aura pas. Ils essayent d'éviter des preuves de nos marches, de la masse populaire, donc de l'ensemble, sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est pourquoi donc j'en appelle aux citoyens et aux citoyennes de protéger les journalistes, hein, quelle que soit sa tendance, même si éventuellement il y aurait des journalistes qui raconteraient des bobards à notre mouvement, par rapport à notre mouvement. C'est pas grave, l'essentiel, au fait, c'est quand il y a des images, au fait, les images ne trompent pas, donc les paroles, euh, on s'en fiche un peu. Voilà. Ça, c'était surtout par rapport à la défense des journalistes. Il faut être catégorique, il faut les défendre jusqu'au bout, il faut pas lâcher, il faut pas les perdre de vue. Donc il faut faire en sorte à ce que vous soyez l'ensemble, leur garde du corps. Voilà, donc ça, il faut le faire. Bon. Alors, pour reprendre, si vous voulez, donc ma vidéo d'hier, donc j'étais en train de parler un peu de la situation algérienne. Je l'ai comparé un peu avec le Venezuela. Je reviens de nouveau à la charge par rapport au Venezuela et à l'Algérie, donc la comparaison. Donc, comme je vous l'ai dit, la différence qu'il y a entre l'Algérie et le Venezuela, c'est toujours le même, à savoir que Juan Guaido a prêté serment en qualité de président de la République du Venezuela par intérim, sans aucune autorité, sans aucun... Voilà, il l'a fait tout simplement parce que il se savait soutenu par l'Occident. Du moins, il était soutenu et il est soutenu, si vous voulez, par ceux qui souhaitent renverser Maduro et qui ont souhaité renverser Hugo Chavez, qui n'ont pas réussi par rapport à Hugo Chavez, donc maintenant c'est Maduro. Et pour quelle raison est-ce qu'on souhaite absolument renverser Maduro et pour quelle raison est-ce qu'on voulait renverser Hugo Chavez? Ben, c'est tout simplement, et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est par rapport aux richesses que détient ce pays. Donc il faut savoir que la richesse que détient en matière de pétrole, si vous voulez, rien qu'en matière de pétrole, sans parler les autres richesses naturelles, dépasse celle de l'Arabie Saoudite par 3 fois. Donc, vous comprendrez que les yens cherchent par tous les moyens à renverser le pouvoir en place, à savoir que ce pouvoir-là en question, qui est celui de Maduro, comme je vous l'ai dit et je vais me répéter, il a été élu par le suffrage universel, donc démocratiquement parlant, il est véritablement le président de la République du Venezuela. Juan Guaido, il était le président du Conseil constitutionnel, il a été destitué par la justice, donc la Cour suprême du Venezuela l'a éjecté de son poste. Au lendemain de cette éjection, naturellement, il a dû téléphoner droite et à gauche ou reçu des appels téléphoniques de toutes ces nations, de tous ces gouvernements qui recherchent à tout prix à faire tomber le gouvernement vénézuélien et lui ont donné l'autorisation, si vous voulez, de s'autoproclamer président de la République. Immédiatement après, il serait reconnu comme tel, comme étant le président légitime, sans même qu'il y ait eu le moindre vote. Voilà. Bon. Alors, ça aurait pu être faisable pour le Venezuela si le peuple, si vous voulez, si le peuple était sous, comment dire, quoi, sous une dictature pour laquelle, en fait, on ne pourrait supporter que de faire ainsi. Bon, alors, concernant l'Algérie, si vous voulez, concernant l'Algérie.
Je disais hier qu'en quoi nous étions entre 20 et 25 millions d'individus tous les vendredis. Tous les vendredis, donc il y a environ 25 millions de citoyennes et de citoyens qui sortent pacifiquement sur les 48 wilayas manifester euh, pour un changement radical du système. Alors, les 25 millions d'individus, si vous voulez, ça représente la totalité de la nation. Parce que, si vous voulez, c'est plus des deux tiers. Hein, donc on est 35 à 40 millions d'individus. Donc 25 millions sont en train de manifester. Le reste, ça veut dire qu'en quoi, au moins, il y aurait il y aurait 2 individus par maison sur 3 qui sont dans la rue. Un peu plus que 2 en fait, hein, ça serait 2,5 sur 3 individus par maison qui sortent dans la rue pour manifester leur mécontentement et leur souhait de voir le régime dégagé. Bon, alors, on cherche des solutions. On cherche des solutions. Depuis un bon bout de temps, je suis en train de regarder les informations qui passent ici et là dans les réseaux sociaux, à la télévision. Je vois la Arabia, je vois les chaînes comme France 24, France 24 Arabia, tout ça. Bon, et je vois qu'au fait, les gens sont un peu dispersés d'un peu partout. Donc on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas. On dit oui, mais si le système venait à tomber, qu'est-ce qui va se passer avec les institutions? Il faut savoir une chose, c'est qu'un ministre, c'est pas lui qui gère hein, son ministère. Hein. Ceux qui gèrent les ministères, ce sont l'ensemble des fonctionnaires qui sont en bas. Et ces fonctionnaires-là également manifestent les vendredis avec tous les citoyens. Donc, si vous voulez, les gestionnaires de l'Algérie, ce n'est pas le système. Le système, si vous voulez, il est là, hagar. Donc il se trouve dans une telle position de force qu'il a divisé, d'ailleurs les fonctionnaires, il les divise entre eux au sein des ministères. Et donc les gens s'exécutent, c'est normal, hein, ce sont des pères de famille, des mères de famille, ils ont quand même des bouches à nourrir, des frais à assumer, donc ils ne peuvent faire autrement que de se taire. Du moins, ça, c'était au moment où il y avait une véritable division au sein de la société. Aujourd'hui, la société, elle a compris. La société, elle s'est unie, si vous voulez. Quand une personne, quand un fonctionnaire est mis en danger par sa hiérarchie, immédiatement, c'est l'ensemble des autres fonctionnaires qui tombent sur le responsable en question en l'envoyant balader. Donc ça veut dire qu'au fait, bon, le ministre, comment dire, le directeur, tout ce qui, la hiérarchie, si vous voulez, n'a plus aucune autorité vis-à-vis de ses subordonnés. Alors, voilà, donc on en est arrivé au stade où finalement l'esclave est devenu le maître. Et le maître, il est devenu l'esclave. Alors, je disais hier qu'en quoi il fallait absolument rentrer en négociation. C'est une vérité, nous devons rentrer en négociation, nous devons en fait trouver des solutions qui soient des solutions apaisantes, si vous voulez. Pourquoi? Parce que nous qui sommes dans la base, si vous voulez, nous qui sommes en bas, on est en bas, on a tout à gagner. Tout à gagner, nous avons tout. De toute façon, nous avons déjà tout gagné. Alors, par contre, eux, ils ont tout à perdre. Quand une personne a tout à perdre, qu'est-ce qui se passe au fait? Ben, c'est comme lorsqu'on vous met dans une impasse. Quand vous vous retrouvez dans une impasse, eh bien, vous devenez dangereux. Pourquoi? Parce que le fait même que vous soyez dans une impasse, vous n'avez pas de porte de sortie que de faire face à celui qui vous a mis dans cette impasse. Donc aujourd'hui, on les a mis dans une impasse. Nous devons ensemble leur frayer un chemin. Ce qui veut dire que ce chemin, en fait, et ce chemin, par contre, c'est nous qui le menons, c'est nous qui traçons le chemin, c'est nous qui disons par où est-ce que ces derniers devront passer. Ce n'est pas à eux de désigner l'autoroute, si vous voulez, c'est à nous de dire où s'arrêtera le chemin.
Donc le chemin, il est où? C'est, comme je l'ai dit hier, donc il va falloir rentrer en négociation avec eux pour ouvrir ce petit chemin et leur exiger, bon, pour leur départ, tout simplement. Donc eux, ils vont remettre les clés, hein, d'une façon ou d'une autre, tout simplement, pour éviter le moindre mort, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de mort, faut vraiment pas qu'il y ait de mort, il ne faut pas qu'il y ait la moindre balle qui soit tirée. Donc il va falloir leur faire des propositions. La première proposition que moi je leur ferai, c'est éventuellement voilà, donc la clémence judiciaire, dans le sens où on pourra procéder à ce qu'on appelle donc des circonstances atténuantes par rapport à leurs actes, mais je parle bien uniquement pour les délinquants d'ordre financier, c'est-à-dire tous ceux qui ont détourné des fonds colossaux, des biens publics. Voilà, donc si vous voulez, pour que cette clémence puisse être accordée par les tribunaux, va falloir que ces gens-là restituent l'intégralité, je dis bien l'intégralité de ce dont ils ont volé au peuple, au trésor public. Donc, que ce soit à l'étranger, que ce soit sur le territoire national, il va falloir qu'ils fassent le nécessaire pour rapatrier l'intégralité, du moins ce n'est pas avec notre consentement, c'est qu'ils nous disent où se trouvent les biens. Certains, nous les connaissons, bon, puisqu'il y a quand même des dossiers hein, qui sont entre les mains de véritables compatriotes, et d'autres que éventuellement viendraient à nous échapper. Ceux-là, il va falloir que ce soit eux-mêmes qui nous les montrent hein, et qui nous les donnent. D'ailleurs, ils ne pourront pas faire autrement, parce que s'ils venaient à mentir, tout se voit par la suite. Hein. Donc avec les années, quand ça passe, si vous voulez, on commence à voir qu'en quoi il aurait éventuellement un château, quand je dis château, c'est-à-dire une belle demeure dans des endroits où le prix serait prohibitif. Donc on le verra. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, la clémence d'un jugement devra être sous condition. C'est-à-dire que la condition serait que, effectivement, il ne nous aurait rien caché. Ça, c'est pour tout ce qui est délinquance économique, détournement, abus de pouvoir, tout ça. Alors, restent ceux qui ont commis des crimes de sang. Donc ceux-là, comme je l'ai dit hier, et je me répéterai, la loi doit s'appliquer. Elle doit s'appliquer telle qu'elle est inscrite dans les textes. Donc nul échappatoire. Hein. Vous avez celui qui a commis un crime, qui aurait tué, qui aurait assassiné pour se maintenir là où il se trouve. Et à ce moment-là, celui-ci devra donc exécuter sa sentence. Voilà, donc ça c'était pour faire le point par rapport à l'ouverture, le chemin que nous devons donner aux responsables, aux anciens responsables, puisque maintenant ils ne sont responsables de rien du tout, du moins au système. Et quand je parle du système, je parle de tout le monde, hein. Je ne parle pas uniquement de ceux dont on a sur la vitrine, hein, de ceux qui sont visibles, mais je parle de ceux qui sont visibles et ceux qui sont invisibles. Et ceux qui sont invisibles, il faut qu'ils sachent une chose, c'est que de toute façon, il y a des dossiers sur eux. Hein. Donc moi j'en ai pas, mais bon, il y en a. Il y en a, comme je disais, il y a des compatriotes quand même qui gardent, qui ont fait des dossiers, qui gardent, et puis il y aura naturellement des enquêtes, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait aussi des règlements de compte par jalousie ou par, je sais pas moi, par des règlements de compte tout simplement. Voilà. Alors la différence, j'en reviens, si vous voulez, à la différence entre le Venezuela de Maduro, Hugo Chavez et Maduro et Juan Guaido. C'est que Monsieur Juan Guaido, si vous voulez, au lendemain de sa destitution de la présidence du Conseil constitutionnel, il s'est autoproclamé président de la République du Venezuela. Voilà, ça lui est passé par la tête, du moins je ne crois pas que ça lui est passé par la tête, mais je pense que ça a été des ordres qui lui ont été donnés par la communauté internationale. Quand je dis la communauté internationale, on s'arrêtera tout simplement par ceux qui ont tendance, si vous voulez, à semer le chaos dans les nations. Et les hyènes, en fait, hein, les hyènes, voilà. Donc en ce qui concerne, pour cela, donc il a prêté serment parce qu'il avait une certitude, d'un côté, qu'en quoi il allait avoir cet appui, mais ce qu'il pensait surtout, c'est qu'il y aurait éventuellement une intervention militaire pour pouvoir l'installer par les Américains,
par l'OTAN. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la Russie a envoyé tout de suite ses soldats. La Chine a fait de même. D'ailleurs, la Chine, ce matin, a clairement dit aux Américains que l'Amérique du Sud n'était pas son arrière-cour. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que Maduro ne bougera pas de sa place de la même manière que Bachar el-Assad n'a pas bougé de sa place. D'ailleurs, en revenant par rapport à la Syrie, par rapport à la Syrie, ce qu'il faut savoir une chose, c'est que effectivement les manifestations ont commencé avec des roses. Donc ils ont commencé avec des roses et tout de suite, quelques temps plus tard, 2 ou 3 mois plus tard, ça a dégénéré en une véritable guerre. En Syrie, il y a eu la 3e guerre mondiale a eu lieu en Syrie, si vous voulez. C'était la communauté, l'OTAN, je dirais l'OTAN avec Israël, qui se sont attaqués à un pays qui est la Syrie, et en même temps, si vous voulez, la Syrie, en s'attaquant à la Syrie, ils se sont attaqués également à la Russie. Donc, en fait, puisque la Russie, si vous voulez, elle a des bases militaires sur place, elle en a besoin, elle ne peut pas faire autrement. Si elle perdait cette base-là, elle aurait tout perdu en Méditerranée. Donc, si vous voulez, c'était une guerre contre la Russie. Donc, si vous voulez, c'était l'OTAN dans sa totalité contre un seul pays qui est la Russie, et on a utilisé la Syrie pour tenter de dégager la Russie de ce territoire. La différence qui se passe entre la Syrie et l'Algérie, une fois de plus, parce qu'il y a quand même une différence, c'est qu'en Syrie, certes, les gens se sont soulevés les premiers temps, ils ont commencé par des roses, par des fleurs, mais n'empêche que ce n'était pas toute la société en soi qui était contre Bachar el-Assad. Parce qu'une fois de plus, si la société dans sa totalité, si les Syriens dans leur totalité, comme c'est le cas en Algérie, venaient à se soulever contre Bachar el-Assad, même si la Russie, la Chine et je dirais même quels que soient les pays qui auraient pu se donner main dans la main pour pouvoir maintenir Bachar el-Assad sur place, ils n'auraient pas réussi. Les véritables maîtres d'un lieu, ce sont les propriétaires du territoire. Donc, si vous voulez, les propriétaires du territoire en question, ce sont les Syriens. Les Syriens se sont opposés, si vous voulez, à la démarche de l'OTAN et des États-Unis et d'Israël de faire tomber Bachar el-Assad. Donc, il n'est pas tombé. Il a eu de l'aide parce qu'il aurait pu se faire assassiner, mais si vous voulez, il a eu de l'aide extérieure. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un seul pays qui l'a agressé, la Syrie. C'était l'OTAN dans sa totalité qui sont venus pour l'agresser et faire de la Syrie des petits États un peu partout. Voilà. Bon, alors là, quelle est la différence qu'il y a entre la Syrie et l'Algérie? C'est que l'Algérie, c'est la totalité du peuple, si vous voulez. C'est la totalité du peuple, c'est la population entière. Ce sont les 40 millions d'Algériens, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient modestes, qui ne veulent plus de ce système. Parce que même quand vous êtes riche en Algérie, à quoi ça vous sert cet argent? À rien. Vous n'avez ni loisir. En fait, il n'y a rien. On ne peut rien faire. Mis à part, qu'est-ce qu'on fait là-bas avec l'argent? J'ai remarqué une chose, c'est que les femmes, elles vont acheter de l'or, qui est déjà qui est mélangé à je sais pas quoi, et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se mettent à construire. Ils se mettent à construire. Pourquoi? Parce qu'au fait, tout simplement, ils ne savent pas où mettre leur argent. Voilà, donc ils n'ont pas de loisirs, ils ne sortent pas avec leur famille, ils ne font pas... Il y a ceux qui le font, mais c'est très rare, quoi. Donc, et donc, si vous voulez, voilà pour quelle raison que c'est la totalité de la société algérienne, quel que soit son statut social, qui est avec le Hirak et qui souhaite donc la chute du système. Voilà, donc c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, s'il venait à y avoir la moindre personne, bien sûr, il ne faudrait pas que ça soit un clown, hein, donc vous savez de qui je parle, donc le fameux Rachid Nguez, dont le grand-père s'appelle Abdelkader, et vous avez qu'à chercher un peu sur la barre d'outils sur Internet, vous tapez Abdelkader Nguez, et vous allez voir qui c'est. Et donc, si vous voulez, l'Algérie n'a pas besoin de clowns hein, pour être gérée. Elle a besoin de gens qui aiment l'Algérie. Elle a besoin de gens qui connaissent l'Algérien, qui connaissent l'Algérie, et qui auraient éventuellement, pourquoi pas, tiens, qui aurait passé son service militaire en Algérie, parce que quand vous passez votre service militaire en Algérie, vous faites connaissance avec l'intégralité des Algériens de l'Est, l'Ouest, Sud ou Nord.
Voilà, donc si vous voulez, donc pour revenir à ça, c'est que l'intégralité de la société algérienne est dans la rue aujourd'hui. Elle ne demande qu'une seule chose, c'est sa liberté, c'est son indépendance. Par rapport à l'indépendance, je vais vous parler de ça plus tard, je vous ferai une autre vidéo concernant l'indépendance, que je conteste au fait c'est une pensée personnelle, hein, je ne veux offenser personne, je conteste si vous voulez l'indépendance de 1962, mais je vous dirai pourquoi. Bon, alors aujourd'hui, comme je disais, si un Algérien, il faudrait qu'il soit bien sûr, qui connaisse un peu la vie, hein, qui connaisse le monde, venait à s'autoproclamer président de la République par intérim, et je pense que les Algériens, dans leur totalité, pourraient le suivre, à condition, bien entendu, que ça ne soit pas un clown. C'est ce que j'étais en train d'essayer. Il ne faut pas que ça soit un opportuniste, au fait. Il ne faut pas que ça soit quelqu'un qui recherche par tous les moyens et à tout prix avoir les clés du château, comme recherche à les avoir notre femme Guèze. Voilà, donc, alors, j'étais en train de réfléchir dans mon petit coin. Je vous ai parlé de ce fameux bouquin, de ce fameux texte, si vous voulez, qui a été écrit par André Tolmer, qui est belge. Donc, ce bouquin s'appelle, si vous voulez, Manifeste pour la vraie démocratie. Donc, tapez sur la barre de recherche, Manifeste pour la vraie démocratie. Alors, il s'agit de quoi ce document? Il s'agit de la gestion donc d'une vraie démocratie, au fait, comment établir une démocratie, un projet de société. Donc, ce projet de société, il dit quoi? Il dit tout simplement que l'intégralité des gestionnaires, je dis bien l'intégralité des gestionnaires, donc ça peut être un maire, ça peut être un wali, ça peut être un ministre, ça peut être des directeurs dans les ministères, voilà, donc tous les gestionnaires de la nation seraient tirés au sort. Donc il y aurait un tirage au sort. Alors moi ma pensée, c'était quoi? Ce qui aurait été bien de faire pour pouvoir s'en sortir d'une fois pour toutes et de par une véritable démocratie, et de manière à ce que cela ne puisse être contesté par la société. Parce qu'on peut contester un parti politique. Pourquoi? Parce qu'un parti politique, en fait, il peut avoir 20%, 10% de la société, 20%, 30, 40, on s'en fiche de la masse en pourcentage. Mais si vous voulez, il n'aura pas 100% de la société. Par contre, une personne qui serait élue par voie de tirage au sort, mais vraiment un tirage au sort par lequel, au fait, on ne peut pas contester. C'est un nom qu'on va tirer d'un papier, si vous voulez, on mettra des milliers, des millions, voire de papiers, de ceux qui voudraient bien sûr se présenter, parce que il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens qui, eux, vous disent, moi la politique, c'est pas moi, voilà, j'aime bien regarder, j'aime bien être présent, j'aime bien être, comment dire, solidaire, mais par contre, j'ai pas envie de me présenter. Donc, si un maximum de personnes, si vous voulez, viendraient à participer à ce grand tirage au sort national, on pourrait établir un gouvernement tiré au sort. Bien entendu, il faut que ce gouvernement soit des gens, il faut un CV, si vous voulez. Il faut pas vraiment. Pourquoi? Parce que il s'agit quand même de gérer une nation, du moins d'être les représentants d'une nation. Parce que je le dis encore une fois, ça n'a jamais été le président de la République ni un roi. Ça n'a jamais été un gouvernement et les ministres qui gèrent une nation. Ça, c'est toujours les fonctionnaires qui sont en bas. C'est eux qui gèrent la nation. C'est eux qui font tourner la machine. C'est comme dans une entreprise. Dans une entreprise, c'est pas le patron qui fait tourner la boîte, au fait. En réalité, ce sont les employés qui font tourner la boîte. Si les employés venaient à quitter la boîte, dites au patron de faire rentrer de l'argent dans sa boîte, et ben ça ne marchera pas, en fait. Donc, en fait, si vous voulez, c'est la société, c'est le personnel qui fait tourner la machine. Donc, dans les ministères, ce sont les fonctionnaires qui font tourner la machine. Alors c'est pour ça que je disais qu'il faudrait trouver la solution de mettre des gens
qui serait incontestable vis-à-vis de la société, qu'on ne puisse pas dire non, celui-ci, il y a eu fraude. On ne pourra pas dire qu'en quoi il y a eu fraude. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'un huissier de justice, 3, 4, 5, 10 huissiers de justice, des caméras de télévision, qui soient là, toutes braquées sur comment dire, quoi, sur le hasard en question, sur le tirage au sort. Et quand on tirera la feuille, à ce moment-là, on va lire le nom, le prénom de la personne qui aurait été désignée comme étant, par exemple, Premier ministre, les différents ministères et les différentes mairies, les différents wilayas, les différentes communes, daïra et ainsi de suite. Voilà. Donc, comme je disais, donc ça c'est une idée, ça se trouve c'est la démarche, si vous voulez, c'est comme ça que géraient les Grecs la Grèce antique. Et la Grèce antique, c'était la première puissance mondiale. Donc c'est une véritable solution. Pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. Parce que tous les autres, le problème qui se pose, c'est que par rapport à tous les autres, nous ne faisons pas confiance à ces gens-là. Nous ne faisons confiance à aucun chef de parti. Même ceux qui, on les trouve sympathiques, on les trouve bien, ils parlent bien, ils ont de très bonnes idées. Mais le problème, c'est qu'il s'agit d'un parti politique, donc il a un programme politique à mettre en place. Il a un projet de société qui lui est propre, si vous voulez, et donc qui ne peut pas convenir à 100% à la société. Donc voilà, c'est pour ça que, à mon avis, la meilleure des solutions serait celle-là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est à vous de voir. Alors, comme je vais me répéter à nouveau, je dis qu'en quoi il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans notre société qui s'autoproclame président de la République tel que de la façon dont il l'a fait Juan Guaido. Regardez, vous tapez sur la barre d'outils, voilà, coup d'État Venezuela, vous tapez Venezuela, vous allez voir et vous allez voir que ce qui se passe au fait là-bas. Et donc, si vous voulez, je me répéterai en disant qu'en quoi au Venezuela le problème de Juan Guaido, c'est qu'il n'a pas le soutien de la société. Par contre, celui qui viendrait à le faire en Algérie, il va avoir le soutien de la population et de l'armée. Pourquoi? Parce que 85% de nos militaires sont des appelés. Reste 15%. Dans les 15% de ces militaires actifs, 50% dans ces 15% sont aussi acquis à la cause populaire. Reste au fait, si vous voulez, l'autre moitié qui représente 7,5%, ceux-là sont indécis. Ils sont là, et l'état-major, le système, si vous voulez, le système en soi, en Algérie, il ne dépasse pas 100 bonhommes. Donc, si vous voulez, 100 bonhommes ont mis pendant 65 ans, pendant 52 ans, 53 ans, l'Algérie à genoux, en fait. Ils ont mis à genoux les millions d'individus. On a commencé par 9 millions d'Algériens en 62. Nous sommes en train d'atteindre les 40 millions d'individus, et même comme ça, ils ont réussi à nous mettre à genoux ces 100 bonhommes là, si vous voulez. Donc, et c'est devenu, en fait, ils ont fait de l'Algérie une propriété privée. Ils ont hérité, si vous voulez. Nous, nos parents, ils ont fait la guerre. Nos grands-parents, ils ont fait la guerre. D'ailleurs, le ministère des anciens Moudjahidines, en ce qui me concerne, je le fous à la poubelle. Pourquoi? Parce que en réalité, ce sont tous les Algériennes et toutes les Algériennes et tous les Algériens qui ont fait la guerre. La moindre petite fille qui aurait donné un verre d'eau à un combattant, eh ben, elle a le titre d'ancien Moudjahid. Et ça, tout le monde l'a fait. Je vais vous donner un exemple. Ma propre mère, qui avait je ne sais plus quel âge, je crois qu'elle devait avoir 8 ou 10 ans, je me souviens, elle me racontait qu'en quoi mon grand-père, son père au fait, son père, il lui remplissait, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle chouéré. Chouéré, c'est en fait ce qu'on met sur l'âne, donc on lui mettait des fusils, des grenades, des armements, si vous voulez, qu'elle transportait d'un lieu à un autre en passant par les soldats, là où il y avait les soldats français, qui ne l'arrêtaient pas, parce qu'ils regardaient, quand ils regardaient à l'intérieur ce qu'il y avait, ils trouvaient qu'il y avait du fumier. En fait, les armes étaient cachées par du fumier. Et les soldats lui donnaient des bonbons. En fait, quand elle passait, elle prenait des bonbons, mais elle-même, elle ne savait pas qu'en quoi il y avait des armes là-dedans. Elle emmenait les armes d'un lieu à un autre, et pourtant, c'était une enfant. Bon, pour vous dire que ma mère, si vous voulez, elle est également ancien Moudjahid, sans le savoir.
sans le savoir, mais par contre, elle ne touche pas de retraite d'anciens moudjahidines. Voilà. Mon père, il a fait également la guerre d'Algérie, et il n'a jamais touché de retraite d'anciens moudjahidines. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était un devoir et non pas un intérêt. Bref. Alors revenons à ce dont j'étais en train d'expliquer, c'est que ces gens-là, au fait, une centaine de bonhommes se sont appropriés de toute une nation, avec l'ensemble de ses ressources, comme si cela était leur propriété, une propriété privée, comme si ça aurait été ces 100 bonhommes ou les parents de ces 100 bonhommes uniquement qui auraient fait la guerre d'Algérie et qui auraient réussi à obtenir l'indépendance. Bon, ce qui n'est pas le cas au fait. L'Algérie, elle appartient à tous les Algériens. Elle appartient aux Algériens que celui-ci ait fait ou pas la guerre. Une fois on dit qu'on a obtenu notre indépendance, l'indépendance, elle n'était pas uniquement pour 100 bonhommes, elle était pour la totalité de la population sur place, et par ricochet pour l'intégralité de leurs héritiers, c'est-à-dire nous. Alors, ce qu'il faut faire, et ça c'est un avis, et je suis toujours insistant dessus, c'est qu'il y ait quelqu'un qui s'autoproclame président de la République, par intérim, qu'il organise ce tirage au sort, comme je l'ai dit, pour former son gouvernement, de façon à que ça soit très clair, qu'il n'y ait pas un quelconque ami qui soit à ses côtés. Donc voilà, donc il y a un gouvernement qui recrée tout un système, mais émanant vraiment de la société civile, de manière à ce que il gère la nation pendant un trimestre. Et pendant ce trimestre-là, il pourra mener une campagne politique, c'est-à-dire s'adresser à la population, dire ce qu'il est en train de faire, et puis pourquoi pas ensuite organiser des élections. Bon, maintenant moi je suis pour le tirage au sort. Maintenant, si vous êtes pour les élections, bah, pourquoi pas? Je suis pas contre non plus, hein, donc je vais pas m'approprier d'une chose. Alors comme je disais, je suis enthousiaste par rapport à tout ce qui se passe, et je suis toujours dans la réflexion que si d'ici le 27 avril, il n'y a pas quelqu'un qui viendrait à s'autoproclamer président de la République, je me dis pourquoi ne pas le faire moi-même, en fait. Hein, donc, prêter serment. Je prêterai serment à ma façon. Hein, je ne vais pas prêter serment comme ils l'ont fait, comme l'a fait avec le président du Conseil constitutionnel qui dicte au président de la République ce qu'il doit répéter. Donc non, je prêterai serment selon mon savoir, quoi. Donc je n'aurai pas à lire un quelconque texte qu'on m'aura donné. Voilà, bah écoutez, réfléchissez-y. Pourquoi est-ce que je mets en public ces vidéos? C'est justement pour inciter que quelqu'un le fasse, hein, qui s'autoproclame président de la République. Maintenant, si personne ne veut le faire, bon ben, j'hésiterai pas. Voilà. Salam alaikum azul filaoun, salam alaikum.